passer la parole à Jean-Claude Delgene. Donc Jean-Claude, qui est le directeur de Technologia, qui est aussi spécialiste des RPS en entreprise. La première question que je vais poser à Jean-Claude, c'est comment peut-on définir le syndrome d'épuisement professionnel? Merci Norbert. Mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager avec vous et avec mes amis à la tribune cette réflexion collective, en espérant qu'il y aura un avant, un pendant et puis un après dans ce colloque. Avant de peut-être avancer dans la réflexion, je voulais remercier François, Norbert et toute leur équipe qui ont fait un gros boulot, parce que pour arriver à réunir, comme vous êtes aujourd'hui, plus de 200 personnes, c'est un travail quotidien pendant plusieurs mois. Et je sais ce dont je parle parce que j'ai souvent organisé ce type de manifestation. Donc bravo déjà, c'est déjà une grande réussite. J'espère que la presse, que les réseaux sociaux feront état de nos réflexions, parce que on est aujourd'hui dans une période un peu compliquée. Alors vous parlez de burn-out comme ça de bon matin, c'est pas simple, surtout pour ceux qui ont travaillé tard le soir. J'espère ne pas trop les décoiffer. Mais François et Norbert m'ont demandé de tracer, en fait, quelque part, le panorama pour permettre ensuite, bien sûr, au débat de se mener avec vous, avec des questions-réponses, et puis après peut-être d'approfondir un certain nombre de points qui ont déjà d'ailleurs été largement évoqués par Stéphane dans son introduction. Alors mon propos pour répondre à la question de Norbert, va se structurer en 5 grands points. Je vous expliquerai d'où je parle, parce que c'est important de bien comprendre d'où je parle. Technologia, dont je suis le fondateur, le directeur général encore, à ce stade. Ils ne m'ont pas encore mis dehors. Et puis le fait que ce n'est pas simplement les propos d'un individu, propos intellectuels ou théoriques, mais le résultat, en fait, de 400 à 500 études que nous menons chaque année. Donc, c'est le premier point. Ensuite, je dresserai, pour ceux que ça intéresse, qui n'auront pas trop décroché, la question des grandes évolutions depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Évolutions qu'il faut bien connaître si on veut véritablement comprendre dans quelle période on est aujourd'hui, et peut-être pour avoir la possibilité d'agir en tant qu'acteur, en tant que citoyen, dans la période actuelle. Je montrerai dans un troisième temps les retards de la France en matière de prévention, qui expliquent y compris pourquoi la France est aussi mal lotie en matière de prévention. Je regarderai ensuite très finement, j'espère, la question du burn-out, à la fois d'un point de vue généalogique, mais surtout de la manière dont aujourd'hui il se manifeste au sein des entreprises, des services publics. Et enfin, je terminerai sur la question du que faire. Pour ma part, je développerai une seule piste. La question qui me paraît essentielle, c'est de la réforme de notre système de prise en charge en ce qui concerne les maladies professionnelles, comme l'a évoqué Stéphane tout à l'heure, le fait que nous avons déjà, dans l'appel que nous avons lancé il y a quelques mois, près de 8000 signatures, et bien sûr on y reviendra, j'espère que vous nous soutiendrez dans cette affaire, parce que la partie est loin d'être gagnée, mais elle n'est pas encore perdue. Alors Technologia, premier point. Technologia, c'est à la fois un laboratoire du social, à la fois un observatoire des grandes tendances de notre société. Comme vous le savez peut-être, nous avons été exposés dans certains grands dossiers un peu médiatiques. Il y a une quinzaine d'années, ça avait été l'affaire de Jussieu. 2001, notre collègue François Barra, qui est à la retraite maintenant, avait été retenu sur le dossier AZF à Toulouse. Et il avait démontré la source chimique de l'explosion, la racine chimique de l'explosion. Plus récemment, l'affaire du Technocentre Renault, où on a beaucoup travaillé, y compris avec mes collègues, dont Gérard Imbert, que vous connaissez peut-être, qui est notre sociologue responsable des risques psychosociaux. L'affaire France Télécom, bien entendu, et puis d'autres, des tas d'affaires, que ce soit l'Assemblée nationale, les services du Premier ministre, le Conseil régional d'Île-de-France,
etc. On fait plus de 400 missions par an. Donc on est, en fait, si vous voulez, au creux à la fois dans, je dirais, des problèmes. Les problèmes nous viennent régulièrement, ce qui nous permet de comprendre les grandes tendances à l'œuvre aujourd'hui dans notre société. Et ce qui nous permet aussi, quelque part, de prendre la parole. Alors on nous le reproche. Lorsque nous avons lancé avec Michel, avec François, avec d'autres, la grande campagne pour faire en sorte qu'il y ait la création d'un observatoire des crises suicidaires, certains ont même été jusqu'à dire que Technologia se faisait de la pub sur les suicides. On a mené une bagarre qui a été dure, Michel vous le dira, pendant 2 ans, 3 ans. Et au final, on a réussi quand même à imposer le fait que cet observatoire soit créé. Et bientôt, d'ailleurs, il va livrer ses premiers résultats. Cet observatoire permettant, y compris, de rattraper. Alors, je vous parle de cela, pourquoi ? On le voit, la violence, à un moment donné, quand on est dans les extrêmes, la violence retournée contre soi, le suicide, le burn-out peut être un facteur prédictif de suicide. Donc Technologia est un acteur et revendique, moi ce qui m'intéresse dans mon travail aujourd'hui, c'est d'être utile socialement. C'est de faire en sorte d'agir et de faire en sorte que les situations, elles se transforment, d'agir à vos côtés. Et donc, on ne peut pas comprendre le réel si on ne veut pas le changer. On ne peut pas comprendre le réel si on ne se donne pas les moyens de le changer. On ne peut pas comprendre le réel si on n'est pas acteur de changement du réel. C'est parce que nous sommes volontairement acteurs de changement du réel qu'on peut le comprendre réellement. Alors aujourd'hui, les grandes tendances que nous connaissons, rapidement, parce que c'est peut-être une redite pour vous, il faut comprendre qu'on est rentré dans une période aujourd'hui qui est marquée par 2 grandes tendances. La première tendance, c'est bien entendu le triomphe de la révolution numérique. Et la deuxième tendance, c'est l'apogée, je dis bien l'apogée, du néolibéralisme. Alors, la révolution numérique, elle a commencé en 71. En 71, 9 universités américaines, en concertation avec le Pentagone américain, décident de créer les premiers protocoles Internet, c'est-à-dire de collaborer entre elles. Le Pentagone, lui, est plutôt intéressé par le fait d'enfouir les données pour résister à une éventuelle attaque étrangère. À l'époque, en 71, on est encore dans la fin de la guerre froide. Ce qui va donner donc, avec ces premiers protocoles Internet, la naissance d'un grand réseau que vous connaissez aujourd'hui et que vous utilisez tous aujourd'hui au quotidien. 71, c'est aussi le premier micro-ordinateur, qui sera bien sûr développé beaucoup plus après, quelques années après, par Steve Jobs dans son garage. Mais le premier micro-ordinateur né à Palo Alto, chez Rock Xerox. De même que la première imprimante laser. Vous voyez donc les réseaux, l'outil de connexion et l'imprimante, on est déjà en 71 quasiment dans une architecture qui permet de voir à peu près là où on est aujourd'hui. Il faudra attendre 1994 pour voir apparaître ce qu'on appelle les capteurs et les connecteurs, ce qui a permis le développement au niveau mondial d'une toile qui permet de relayer, de renouer, de nouer des liens avec le monde entier. Mais qui permet aussi, et ça c'est très important, à l'information de circuler à la vitesse de l'éclair et au capital, à l'argent, de circuler, puisque en fait aujourd'hui, le capital n'est plus simplement monnaie, mais c'est surtout une monnaie électronique. Alors vous allez me dire quelle importance. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ceux qui détiennent les capitaux peuvent mettre en concurrence les peuples, les pays, peuvent en toute transparence renforcée par la gestation de l'euro, en toute transparence de coûts, mettre en concurrence les uns et les autres. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez la circulation à la vitesse de l'éclair de l'argent au niveau mondial qui peut déshériter un pays totalement en quelques années, comme on l'a vu dans notre pays. Donc première grande évolution. Deuxième grande évolution qu'il faut comprendre, on l'a évoqué, c'est les nouvelles formes de travail imposées par l'école de Chicago. L'école de Chicago, c'est une école inspirée par Friedman qui a donné de nombreux prix Nobel. Alors, prix Nobel, d'ailleurs, on pourrait s'interroger, mais globalement, cette école dit l'État doit se résorber, la seule chose qui vaille, c'est le marché, la seule régulation possible, c'est la main invisible du marché. Faisons confiance au marché et tout ira bien. Et cette école va inspirer Thatcher, Reagan, etc., puis d'autres aujourd'hui encore, vous voyez d'où je veux parler. Et
en fait, cette mutation n'est possible que parce qu'en fait, à partir de 91, il y a l'écroulement du mur de Berlin. Alors, chacun me connaît ici, je ne suis pas nostalgique des pays soviétiques. Hein. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un équilibre auparavant qui contenait en fait ces thèses néolibérales. Effectivement, l'écroulement, je dirais, d'un système jugé alternatif à l'époque fait que ces thèses vont triompher au niveau mondial. Et en fait, elles vont triompher au niveau entreprise dans un modèle, ce qu'on appelle le modèle Stuart et Spencer. Alors, rien à voir avec Jean-Pierre Spencer qui travaille à la Confédération. Hein, le Spencer dont je parle est un mathématicien économiste californien. Et ce modèle Stuart et Spencer juge l'entreprise essentiellement comme un actif financier, un pur actif financier à part entière. C'est-à-dire que globalement, l'entreprise n'est plus une communauté humaine, l'entreprise n'est plus un rassemblement d'hommes avec des joies, des peines, des douleurs, etc. Non, c'est un pur actif financier à part entière. Donc si c'est un pur actif financier à part entière, l'entreprise doit produire le maximum de profit à court terme avec le maximum de rentabilité. Et à partir de là, et y compris grâce à l'informatique, vont se mettre en place des mécaniques, je résume, hein, mais ce qu'on appelle la DPO dans les grandes entreprises, puis après vont migrer y compris dans le secteur public. On le voit dans le secteur public avec l'école du New Management. La DPO, c'est la direction par objectif. Chacun est assigné dans un cadre global à produire. On part d'un objectif central, on désagrège l'objectif, ça va jusqu'à l'individu. Chaque individu peut être amené à être à lui tout seul un centre de profit. Globalement, c'est ça les purs. Okay. Alors, la DPO n'est possible aujourd'hui que parce qu'il y a l'informatique. L'informatique permet l'architecture globale et elle permet, avec la laisse électronique, dont parlait d'ailleurs Stéphane tout à l'heure, d'accentuer la pression, le contrôle, le pilotage de l'individu pour faire en sorte que l'individu produise le meilleur. Voilà donc les grandes tendances aujourd'hui où on est. Et dans ce cadre-là, il faut bien comprendre que, comme on vient de le voir tout de suite, le burn-out, c'est la maladie du trop. Trop d'exigences, trop d'accélération, trop de vitesse, trop de profit. Vous voyez ? C'est la maladie, je dirais, qui étreint l'individu parce que l'individu est enchaîné dans un système global qui lui laisse peu d'initiative. Dans ce cadre-là, troisième partie de mon point, la France a accumulé un grand retard. Michel vous dirait mieux que moi que la France n'a pas de culture de prévention. Et il a bien raison, du haut de sa sagesse, il l'a connu, il a travaillé sur ces points-là depuis des années. Et on peut dire aujourd'hui que, globalement, quand on retient, depuis 2007 par exemple, 2007 c'est les grandes crises du technocentre. Depuis 2007, il y a eu une totale effervescence. On a tenu des dizaines de colloques. Moi, j'ai participé, je ne sais plus à combien de colloques. Il y a eu des dizaines de commissions. Il y a eu des accords qui ont été signés. Mais globalement, on reste dans une qualité papier. On produit du papier, on produit des accords. Et globalement, dans les faits, la bientraitance au travail, l'amélioration des conditions de travail pour permettre aux uns aux autres de bien faire leur travail, ça ne change pas. Et en fait, on le voit bien, trois indicateurs pour vous permettre de comprendre. Premier indicateur, en 2003, dans l'étude Summer, donc distribuée par les médecins du travail, en 2003, 17% des personnes interrogées considéraient qu'elles avaient été victimes de maltraitance au travail. Peu importe je dirais, la nature de ces maltraitances, mais 17%. 10 ans après, nouvelle étude, et qu'est-ce qu'on voit ? Que ce 17%, en 2013, est passé à 22%. Vous voyez donc 5 points en 10 ans. Autre chiffre, pour que vous puissiez connaître, l'INSEE en 2003, toujours, dans son étude sur le travail, montre que 30% des cadres travaillent très régulièrement le soir chez eux, après 20h jusqu'à 24h. 10 ans après, on reprend cette étude, les mêmes questions, dans une grosse étude que nous avons publiée l'an dernier, qui s'appelle « Vie professionnelle et vie privée », on montre que ce chiffre de 30% est passé à plus de 50%.
Donc on voit bien, encore une fois, que les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'intensité conduit un certain nombre de gens à être dans une situation réellement délicate. L'étude que nous avons menée en début d'année, reprise dans le petit film tout à l'heure, montre que à peu près 3 millions de personnes actives en France sont exposées à un risque élevé de burn-out. 3 millions. C'est pas rien, 3 millions. 12,6% de la population. Alors, je n'ai pas trop le temps de détailler. Pour ceux qui veulent en fait découvrir cette étude, vous pouvez vous la procurer. Vous allez sur le site de Technologia, il y a une étude qui fait à peu près 100 pages, qui montre tout le détail et qui permet de bien comprendre. Et je peux vous dire aujourd'hui que si nous refaisions l'étude un an après, je pense qu'on ne serait pas à 12,6%, mais qu'on serait plus. Avec des pointes, par exemple, prenons les enseignants, à plus de 18%. Les cadres, 800 000 cadres, à plus de 19%. Vous voyez, parce que le 12,6% est une moyenne. Donc on voit bien que, globalement, il y a un phénomène qui se passe dans notre société. Phénomène qui est grave. Alors, quatrième partie, de la question du burn-out. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Alors, déjà, premièrement, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce terme est un terme un peu valise. On y met souvent, chacun d'entre nous, des choses un peu différentes. Il n'y a pas de consensus médical sur le terme de burn-out. Le terme de burn-out est apparu dans les années 60, avec un livre que je vous conseille, un roman qui a été écrit par Graham Greene. Graham Greene, dans ce roman qui a été traduit en 2007 chez Robert Laffont, Une saison des pluies, raconte, c'est une très belle histoire, raconte la vie d'un architecte qui, saturé de travail, saturé de succès, est allé se réfugier dans une léproserie au Congo. Et en fait, l'auteur fait un parallèle entre la vie de cet architecte, la dégradation de sa santé et la dégradation des lépreux. En sachant que le terme de burn-out désigne un effet, sur le plan médical, le stade où la maladie s'arrête après avoir brûlé en fait tout ce qu'elle pouvait brûler dans le corps. Ce qui m'intéresse dans cette image, c'est quoi? C'est que, en fait, vous le voyez bien, on parle de burn-out et on parle de lépreux. En fait, ceux qui se sont trop brûlés deviennent très vite des parias, des surnuméraires, des répudiés de la société, ceux qu'il faut écarter. Vous voyez? Et pour moi, cette image est très importante parce que c'est un peu le sort que l'on réserve à ces forçats du travail qui aiment peut-être d'ailleurs trop leur prison et auxquels, je dirais, on dit soignez-vous en silence dans l'oubli, dans l'isolement. Les travaux des scientifiques sur le burn-out ont été développés à partir des années 70, en sachant qu'on connaissait déjà le phénomène longtemps avant, puisqu'on parlait déjà de fatigue mentale à la fin du 19e siècle, et y compris même, je dirais, au Moyen-Âge, on parlait d'acédie, c'est-à-dire la maladie qui rongeait les moines, qui, en fait, avant l'imprimerie, recopiait les livres, les beaux livres que l'on voit encore. Les moines scripteurs étaient souvent atteints d'une langueur, d'une tiédeur de l'âme et perdaient la foi. Voyez. Donc, c'est un phénomène assez courant, que cette fatigue mentale, que cet épuisement qui peut conduire l'individu. Le phénomène nouveau aujourd'hui, et ça a été montré par différents scientifiques, Freudenberger qui a traité, par exemple, un psychiatre qui a traité les gens qui travaillaient dans des établissements de soins qui prenaient en charge les drogués, Malac et d'autres. Le phénomène aujourd'hui, c'est que le burn-out a migré. C'est-à-dire qu'il ne concerne plus simplement une petite partie de la population, bien identifiée, les soignants, les médecins par exemple, mais globalement toute la population. C'est ça le véritable, je dirais, la véritable signification de cette étude que nous avons menée, c'est que nous sommes dans une logique aujourd'hui où personne n'est épargné globalement. Les ouvriers de maintenance, les infirmières, les médecins, les enseignants, personne n'est épargné par ce mal. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Et j'en viens là à la description rapide, mais on m'a demandé de faire le panorama, donc j'espère que je ne vous saoule pas trop, mais de ce qui se passe réellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons décidé, nous, de prendre plutôt le terme de syndrome d'épuisement professionnel, parce que comme il n'y a pas vraiment de définition, il y a 12-13 définitions qui existent pour le burn-out, nous avons préféré
nous rattacher à une définition globalement qui est admise par tous, qui est celle du syndrome d'épuisement professionnel. Le syndrome d'épuisement professionnel est la résultante, globalement, de deux grandes tendances. La première tendance, c'est celle, je dirais, du travail excessif. La seconde tendance est celle du travail compulsif. Par travail excessif, il faut entendre les exigences professionnelles, je dirais, demandées par l'employeur. Alors, ces exigences professionnelles, elles peuvent être de différentes natures. Ça peut être quantitatif ou qualitatif. Ça peut être les deux. Mais quand vous avez des exigences démesurées, l'individu est malmené. Alors, l'individu, il peut se mettre à distance. Il peut, je dirais, refuser de rentrer dans une dynamique qui est, en fait, à terme, dévorante pour lui. Et c'est un souhait, d'ailleurs, de le faire. Et puis, il peut accepter aussi. Et là, il faut bien comprendre la deuxième tendance, le travail compulsif. Qu'est-ce que c'est que le travail compulsif ? Le travail compulsif, ce sont les individus qui, pour différentes raisons, je vais y venir, je pense que vous voulez comprendre et je vais vous le dire pourquoi, des individus qui, en fait, ont un idéal de réalisation et qui, en fait, considèrent qu'ils ne peuvent pas ne pas travailler beaucoup. Et qui, donc, s'investissent énormément dans le travail. Et quand vous avez le travail compulsif qui se combine avec le travail excessif, eh bien, vous avez, je dirais, un risque de dérive, la mise en place d'un processus, parce que le burn-out est à la fois un processus et un état, qui est, en fait, qui va conduire l'individu à travers 3-4 étapes vers, je dirais, l'épuisement professionnel. Alors, pourquoi le travail compulsif ? Pourquoi les gens se disent « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup ». C'est une vraie question. Alors, bien sûr, il peut y avoir des dimensions psychologiques, des gens qui ont envie de réaliser, qui ont besoin d'ambition, etc. Mais surtout, ce que l'on voit par rapport à la période, c'est le poids de la précarité. La précarité. Je lisais ce matin que 440 000 enfants étaient tombés avec la crise, 440 000 enfants étaient tombés dans la grande pauvreté avec la crise. Vous voyez, donc, c'est pas rien. On voit bien que chacun aujourd'hui est touché par les miasmes du chômage. On voit bien que la précarité touche chaque couple, chaque famille. Donc, cette précarité, elle peut toucher l'individu parce qu'il peut très bien avoir eu un problème de chômage, il peut être revenu au boulot, et donc quand vous avez perdu votre emploi, parce que, attention, la perte d'emploi, le chômage, ça c'est durable. C'est d'ailleurs plus durable d'ailleurs aujourd'hui que l'emploi. Donc, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où vous investissez beaucoup pour le garder. De même, si votre conjoint a un problème au niveau professionnel, bah, vous tapez dans la butte. Donc, vous voyez que la précarité conduit, parce qu'elle a intégré aujourd'hui dans le milieu professionnel, au travail compulsif et ne permet pas de combattre le surengagement qui est demandé aujourd'hui par les employeurs de plus en plus, y compris parce que le fait est qu'on ne peut plus, dans le monde moderne, calculer la charge de travail. Ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, les scientifiques, les sociologues, les ergonomes ont d'énormes difficultés à quantifier la charge de travail. Au début du XXe siècle, c'était simple. À la limite, regardez Taylor, on chronométrait, on quantifiait, on découpait les tâches, on arrivait. Mais aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Stéphane, quand vous travaillez dans le train, quand vous travaillez chez vous, quand vous travaillez tout le temps, y compris dans les activités de service, comment vous pouvez faire la part des choses ? Comment vous pouvez quantifier la charge de travail ? Donc on ne peut pas quantifier la charge de travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout simplement, les employeurs favorisent le surengagement, parce que le surengagement est très profitable, tout simplement. Alors comment ça se passe dans les faits pour avancer ? Vous avez 4 phases qui peuvent permettre, je dirais, à l'individu de glisser peu à peu vers un état qui peut être très critique pour sa santé. La première phase, c'est celle de ce qu'on appelle la phase de l'engagement euphorique, voire inconscient. L'individu s'engage, il travaille, il est content, il a des résultats. C'est même extrêmement jouissif de remporter chaque jour des challenges, d'être chaque jour performant, d'être regardé comme étant, je dirais, celui qui réussit. C'est très jouissif. Vous voyez ? Donc, à ce niveau-là, à cette phase-là, il n'y a pas trop de problème. Ne serait-ce que, simplement, la personne commence à perdre pied par rapport à ses familles, par rapport à ses amis. Elle commence à payer un petit tribut. Deuxième phase, c'est celle, je dirais, de la toute-puissance du travail. C'est-à-dire celle de l'engagement
totale, celle où l'individu, je dirais, maintient sa position, mais en excluant toutes les activités qui ne sont pas du ressort du travail, qui ne sont pas professionnelles. Là, l'individu paye un prix. Le prix, c'est il voit moins ses enfants, moins sa famille, il n'a plus d'activité sociale, plus de loisirs, plus d'activités sportives. Il est toujours dans le trend du travail. Troisième phase, c'est celle qui commence à devenir critique, de l'acharnement frénétique et de la rumination. À ce niveau-là, l'individu, pour pouvoir tenir les challenges qu'il s'est donnés ou qu'on lui a donnés, est amené à travailler quasiment en mode robot. Il travaille, il n'arrive plus à mobiliser d'émotions positives. L'anxiété l'envahit. Il est tellement fatigué qu'il fait des erreurs. Et les erreurs, elles peuvent effectivement le conduire dans une situation, je dirais, de perte de reconnaissance. L'individu qui était très bon se retrouve dans une situation où il commence à perdre la reconnaissance. On lui dit « mais t'as fait telle erreur, telle erreur ». Et effectivement, là, il peut, dans ce cadre-là, dans cette troisième phase, balancer dans la quatrième phase qui est celle de l'effondrement total. L'effondrement total, c'est-à-dire, globalement, l'individu se retrouve dans une situation où il n'a plus d'énergie. Alors, ça peut passer par un AVC, par un arrêt cardiaque, etc. Je n'ai pas le temps de trop développer, mais retenez ces 4 phases que vous pouvez, on me demande d'accélérer, donc j'accélère, que vous pouvez trouver dans l'étude. Alors, que faire ? Je n'ai pas le temps de préciser les symptômes, mais sachez qu'il y a 3 sortes de symptômes. Symptômes physiques, symptômes psychologiques et comportementaux, dont le passage à l'acte, soit la violence, on l'a vu tout à l'heure dans le film, soit la violence retournée par, je dirais, contre soi. Alors, que faire ? Pour ma part, je pense qu'on est devant un vrai problème de société. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont victimes d'un burn-out, d'un syndrome d'épuisement professionnel, ont tout à fait raison de demander à un moment donné la reconnaissance de cette pathologie psychique principalement liée au travail au titre professionnel, de demander à ce qu'il y ait une reconnaissance. Or, aujourd'hui, le système est extrêmement sélectif. Pourquoi ? La personne qui veut instruire un dossier passe devant un médecin conseil de la sécurité sociale. Le médecin conseil va vérifier 2 choses. La première chose, si la pathologie, la gravité de la pathologie est liée essentiellement et directement avec le travail. Ça me paraît normal. Rien à dire là-dessus. La deuxième chose, par contre, c'est que le médecin conseil va situer le taux prévisionnel d'incapacité professionnelle permanente, le taux d'IPP. Et si ce taux n'est pas égal au moins à 25%, il va rejeter le dossier, il ne va pas l'instruire auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans chaque région, il y a un tel comité avec des médecins, des administratifs qui traitent les dossiers. Et si le dossier n'est pas instruit, la personne, en fait, elle se retrouve dans une situation difficile. Elle a le choix soit d'abandonner toute demande. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Parce qu'elle est abîmée. Ce n'est pas comme si elle avait un choix intellectuel. La personne, elle est malade. Elle se retrouve donc, puisque c'est une maladie qui n'est pas professionnelle, au titre des maladies ordinaires. Elle est donc prise en charge par le régime général de l'assurance maladie, c'est-à-dire les cotisations des salariés, vous, moi, qui supportons ce coût. Alors que c'est une maladie, pour moi, d'ordre professionnel et qu'elle devrait être prise en charge par la branche AT-MP, la branche financée essentiellement par les employeurs. Vous voyez, donc il y a un transfert massif que je situe entre 1 et 2 milliards chaque année du régime général de l'assurance maladie vers la branche AT-MP. Donc, abandon. Ou alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a procès, il y a procédure judiciaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous reconnaissez vite le caractère professionnel d'une maladie, plus vous permettez à l'individu de se reconstruire et de passer à autre chose. Là, vous enfermez les individus dans un marathon judiciaire et médical qui va les conduire encore plus à l'épuisement et souvent à l'abandon même de toute activité professionnelle. Vous voyez pourquoi ? Donc moi je combats pour qu'on crée un tableau de dépression d'épuisement, un tableau pour le stress post-traumatique, je n'ai pas trop le temps de développer, mais pour permettre
de faire une reconnaissance beaucoup plus fluide. Avec un tableau, on pourrait être protecteur pour l'individu, mais y compris pour l'employeur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'employeur est victime de plus en plus de procès. 10 000 procès pour faute inexcusable l'an dernier, 400 en 2000, 10 000 cette année. Vous voyez, bon, vous voyez on est en train de judiciariser, un peu comme aux États-Unis, comment dire, les relations professionnelles, ce qui n'est pas très bon. Et puis, bien entendu, pour la société. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel magma, c'est la Cour des comptes qui le dit, ce n'est pas Jean-Claude Delgene, ce n'est pas Technologia, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle dit qu'il y a un tel magma au niveau des dépressions aujourd'hui qu'on ne peut pas prévenir. On ne sait rien sur les dépressions d'origine professionnelle, puisqu'elles ne sont pas recensées comme telles. On ne sait même pas combien il y en a. Globalement, sur un risque de 3 millions de personnes, bon, on peut considérer qu'il y a certainement 50 000 personnes aujourd'hui en burn-out. Sur ces 50 000 personnes, à peu près 10 000 sont pris en charge en contournant, je dirais, la procédure au titre des accidents du travail par les médecins du travail. Et les 40 à 50 000 autres, eh bien, effectivement, on leur demande, je dirais, de tout abandonner et d'être doublement victime. Alors, pour terminer, j'ai terminé, je vous rassure, parce que souvent on dit pour terminer et on n'a pas terminé. J'aurais voulu vous lire simplement un petit texte qui vous parlera à vous postiers. Si Nicolas avait vécu aux Pays-Bas, où la loi protège les salariés du risque de burn-out, il serait encore en vie. Cette phrase a été prononcée par Ima Schoffel de White. Son époux s'est donné la mort le 25 février 2013. Voilà pourquoi je vous invite tous, sincèrement, à signer massivement l'appel pour la création de ces tableaux, pour qu'on n'ait pas de tels drames oubliés chaque fois dans la société, que l'on cache, un peu comme ces lépreux qu'on mettait dans la forêt ou dans les coins retardés. Il faut qu'on traite ce problème, il faut qu'on arrête avec ce tabou. Donc je vous invite à signer massivement et à faire signer massivement l'appel qu'on a lancé avec Michel, avec d'autres. Il y a beaucoup de scientifiques qui suivent. Il y a 800 médecins qui ont signé l'appel. On est 8000 à l'avoir signé, à faire en sorte pour que ça change. On veut 10 000 signatures. Je précise que le Sénat avait déposé une résolution. Madame Patricia Bordas, une amie de Michel et de moi, avait déposé une résolution pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience, puis aller vers une proposition de loi. Il se trouve que malheureusement qu'il y a une majorité qui a changé au Sénat et que bon, il faut reprendre un peu les travaux pour avoir une proposition de loi. Mais on continue la bagarre et je compte sur vous pour nous y aider, c'est très important. Je vous remercie.